Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs pour l'invitation pour présenter un projet pluridisciplinaire pour le coup. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Baptiste Cottard, je suis en charge des collections scientifiques et techniques à l'Université de Bourgogne et plus particulièrement dans un service qui est en charge à la fois de la sauvegarde du patrimoine, mais aussi de la valorisation et de rendre compte de la recherche actuelle dans les laboratoires, notamment à travers des expositions. Alors, c'est l'histoire d'un projet qui traite des archives et des manuscrits des ducs de Bourgogne au prisme de physique. Alors, plus particulièrement des nanosciences, de la génétique et de l'intelligence artificielle, et surtout de savoir comment on rend compte et comment on sauvegarde, comment on garde en mémoire ce genre de projet qui est relativement complexe et comment on restitue l'entièreté de la complexité de ce projet-là. Alors, juste pour le définir, aucun chercheur du projet n'est disponible pour venir en parler. Donc, c'est moi qui présente très brièvement, je suis avec tout spécialiste. J'ai vraiment travaillé sur la valorisation et sur la mise en mémoire de ce projet-là. Un projet à deux axes qui sont tous les deux coordonnés par un enseignant-chercheur de l'histoire médiévale, Martine Clouzot. Un premier projet sur le parchemin, donc le matériau parchemin, la peau animale, en collaboration avec deux physiciens et aussi un généticien, Ludovic Orlando, qui lui, pour le coup, est de l'Université de Toulouse. C'est une collaboration assez singulière. Et Corinne Beck, une autre historienne médiéviste de l'Université de Paris. Le deuxième axe, quant à lui, concerne le travail des manuscrits et des enluminures, plus particulièrement par le biais de l'intelligence artificielle. Donc, à savoir comment on peut créer des outils pour analyser ces supports-là grâce aux algorithmes et au deep learning, pour ensuite tenter de faciliter le travail des chercheurs par la suite dans le travail de décodage, de décryptage des enluminures. Ah, pardon. Alors, moi, c'est le contraire, je parle trop fort. D'accord. Donc là, je vais vous présenter quelques supports qui ont été créés pour rendre compte de cette recherche-là et aussi, donc, comme je vous le disais, la garder en mémoire puisque c'est un projet assez original. Alors, tout commence avec l'exposition prototype objet particulier qui est la première adaptation en région de l'exposition prototype qui a eu lieu au Musée des Arts et Métiers et dont Catherine parlait au tout début. Une exposition qui a eu lieu sur le campus de Dijon, dans ce qu'on appelle l'Athénéum, c'est le centre culturel, dans lequel on a principalement comme public les étudiants, mais aussi toutes les personnes de la communauté universitaire, y compris les enseignants-chercheurs, qui viennent voir des expositions et la programmation culturelle du centre. Alors, la question se pose de comment on présente, comment on rend compte d'un tel projet au public dans une exposition, puisque le but c'est aussi de scénographier des projets de recherche, ce qui est très complexe avec un projet interdisciplinaire et notamment avec un projet comme celui-ci, puisque le projet Parchemin, en tout cas pour celui-ci, moi le deuxième, est vraiment en cours de développement. Donc là, c'est très complexe à mettre en avant. C'est pour ça que vous voyez la salle dans laquelle se trouvent les explications sur ce projet-là, où on s'est limité clairement à du texte pour présenter les deux projets, mais aussi le groupe de recherche Bourgogne pour lequel a été créé pour expliquer justement toutes les recherches autour des ducs de Bourgogne, qui est composé d'enseignants-chercheurs et aussi d'étudiants, de doctorants, et quelques photos d'un instrument dont je vais parler juste après et d'une enluminure médiévale qui permettra de faire comprendre au public comment on décrypte grâce au deep learning ce genre d'image. Alors, cet outil-là, il est très intéressant pour la sauvegarde, dans le cadre de PESTEC, mais aussi pour le projet avec les parchemins. Donc, c'est un microscope balayage micro-ondes de champs proches qui est conservé dans le laboratoire interdisciplinaire Carnot Bourgogne, spécialisé notamment dans les nanosciences. Et c'est cet outil-là qui a permis de réaliser les premières expériences à l'Université de Bourgogne sur des manuscrits. Donc, il faut s'imaginer sur la platine le manuscrit, ou du moins un registre, parce que c'est un registre qui a été analysé, sur lequel une sonde va venir être appliquée
sur le folio pour tenter de relever des points d'intérêt, des zones d'intérêt, afin de savoir si le parchemin est homogène sur l'ensemble du folio, s'il s'agit de la même peau d'un folio à un autre, mais aussi de savoir s'il y a eu des traitements avant l'écriture sur le parchemin. Donc, ces zones d'intérêt-là, elles sont intéressantes pour réaliser par la suite des échantillons au niveau génétique des peaux animales. Et on avait, pour discuter parler de cet outil-là, que la possibilité de le présenter en photo, puisque mobiliser ce genre d'installation pour une exposition, c'est très compliqué, puisqu'il est utilisé encore actuellement. Et accessoirement, il est calibré et il est présent sur un marbre, ce qui rend très difficile l'exposition de cet objet. C'est pour ça que le projet autour des archives, mais aussi des manuscrits du livre de Bourrel paraissait un peu pauvre dans l'exposition comparé aux autres instruments, aux autres prototypes qui étaient proposés et qui étaient très instrumentaires pour le coup. Ensuite, juste, je vais revenir sur la diapo d'avant pour vous montrer, je ne sais pas si vous les voyez, il y a des petits casques sur les textes pour rebondir par la suite sur un autre support. On va aussi avoir le catalogue qui permet de présenter ce projet-là, de rendre compte du projet. Donc, c'est un catalogue qui a été édité à la fin de l'exposition, qui est paru en mai 2022, dans lequel on a dédié 4 pages pour présenter les 2 axes du projet sur les manuscrits et les parchemins des ducs de Bourgogne. Donc, ça permet aussi au public de comprendre un peu mieux ce qu'il en est par rapport à ce projet-là. Alors, malheureusement, le public n'aura pas accès à l'impression, à la version papier du catalogue, mais elle est disponible sur le site internet dont je parlais juste avant. Donc ça, c'est un autre niveau de langage par rapport au projet. Et ensuite, ce qui constitue le plus gros du travail sur l'événement prototype objet particulier, c'est le site internet. Donc un outil qui permet à la fois aux gens qui sont venus voir l'exposition de redécouvrir les objets présentés, pour ceux qui ne sont pas venus découvrir pour la première fois, et aussi d'avoir un autre niveau d'information, puisque d'autres supports sont disponibles uniquement sur le site internet. Alors, vous voyez juste en bas, Université de Bourgogne 300 ans, puisque ce n'est pas anecdotique, on a décidé de commencer la célébration des 300 ans d'université qui se fait cette année, avec une exposition tournée vers le futur, puisque ce sont des prototypes actuels et qui démontrent la recherche actuelle pour comprendre ce que font les laboratoires des universités de Bourgogne, mais aussi de Franche-Comté. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais mentionner, les partenaires de l'Université de Franche-Comté depuis 2016. Donc on avait la vocation de montrer l'innovation sur les 2 universités par le biais de prototypage, que ce soit physique ou numérique, réel, enfin, matériel ou immatériel. Donc, sur le site, il y a possibilité d'avoir des informations sur l'ensemble des objets qui sont présentés, des prototypes, en fonction du degré d'information qu'on cherche à avoir. Donc, le mode occupé qui lui permet encore un peu plus, parce que du coup, ouais, très bien. Un petit peu plus près. Comment ça sature complètement. Ah, ok, d'accord. Désolé. Donc, du coup, le mode occupé qui lui permet de découvrir 6 capsules sonores sur des récits d'innovation complètement différents. Donc là, je quitte un petit peu le projet interdisciplinaire autour des manuscrits de Bourgogne pour vous expliquer plus largement le projet prototype. Donc, 6 capsules sonores qui ont été réalisées en collaboration avec Radio Dijon Campus, puisqu'on a la possibilité de travailler avec eux sur des capsules audio. Des capsules qui donnaient donc la parole aux chercheurs, aux chercheuses, mais aussi qui permettaient de restituer l'univers sonore des laboratoires dans lesquels étaient créés ces outils-là. Le mode pressé qui lui permet de donner accès à 10 vidéos de 3 à 4 minutes, pareil avec un prototype à chaque fois. Le mode curieux pour aller voir plus loin dans la question des prototypes. C'est là qu'on pourra retrouver le catalogue, mais aussi un lien vers PASTEC, mais aussi sur l'exposition virtuelle, un prototype, qui est donc à la base de ce projet-là.
Le projet studio qui, lui, va permettre de retracer l'ensemble des modules présents dans l'exposition, donc le discours en 5 modules, qui suit le prototype de la naissance jusqu'à la patrimonialisation d'un prototype. Le mode flâneur qui, lui, permet de découvrir l'ensemble des objets avec les fiches descriptives. Et le dernier qui vient d'apparaître il y a seulement quelques semaines, le hors-série, puisqu'on a continué le projet ces derniers mois avec des vidéos en lien avec des étudiants, mais aussi une vidéo dont je vais vous parler juste après. Alors, sur le mode flâneur, on va voir qu'on revient cette fois-ci sur le projet interdisciplinaire avec les 2 facettes du projet Parchemin, avec la description technique du microscope à balayage et aussi l'aspect numérique avec l'intelligence artificielle où on présente aussi le projet. Alors, ce que je n'ai pas dit sur le microscope à balayage, désolé, ça fait un peu couillis, c'est que ce n'est pas un prototype à proprement parler, mais il va partir il va être l'origine de la création d'un nouvel outil qui sera beaucoup plus portable et transportable sur les archives afin d'éviter de mobiliser à chaque fois les documents pour les emmener directement dans le laboratoire. Ce n'est pas de la sauvegarde, c'est carrément du teasing, comme on disait en échange avec Pascal Martel. On avance un projet de prototype. Donc là, on anticipe encore plus en précisant que ça sera l'objet d'un prototype futur. Donc, je vous parlais des capsules sonores et aussi des podcasts qui sont 2 supports où là, on donne directement la parole aux personnes impliquées. Ici, plus particulièrement, à Martine Clouzot, qui est donc à la tête de ce projet-là, de ce double projet. Une capsule qui s'appelle Récit d'innovation où on entend Martine Clouzot raconter l'histoire du projet. Donc, tout ce qui ressort d'un projet interdisciplinaire, comment on fait pour collaborer ensemble, quel respect on doit avoir envers les disciplines, faire attention à ce que les disciplines, qu'une discipline ne prenne pas le devant sur une autre, et les problèmes de langage qu'on en a évoqué juste avant par rapport au projet du Coria. Un podcast aussi sur l'histoire du projet, encore une fois avec Martine Clouzot, qui lui dure 15 minutes, donc qui est beaucoup plus long. Un podcast qui a été rendu aussi possible puisque Martine Clouzot n'a pas voulu participer à la vidéo dont je vais parler juste après, juste pour des raisons. Il ne voulait pas se montrer à la caméra, donc on a fait un podcast. On donne aussi accès sur le site internet à des émissions radio. Alors, ces émissions radio, elles sont mises en place par notre service régulièrement, tous les mois, pour donner la parole aux chercheurs et aux chercheuses de l'Université de Bourgogne. Et sur ce site, on a rattaché les émissions de radio précédemment enregistrées qui étaient en lien avec les projets de recherche évoqués dans le prototype objet particulier. C'est le cas ici particulièrement de Christophe Nicole, l'enseignant-chercheur qui est en lien avec l'intelligence artificielle, sur lequel on entend discuter pendant 45 minutes du projet de recherche, mais aussi de l'intérêt de l'intelligence artificielle dans les sciences humaines et comment on peut faire avancer un domaine de l'histoire, par exemple, avec les domaines du numérique. Pour arriver à la vidéo, alors une vidéo qui elle, est un peu particulière, c'est une vidéo hors série, qui a été réalisée début mars, qui a nécessité 2 mois de montage. Une vidéo qui nous a paru essentielle pour raconter vraiment un point clé, l'étape dans le projet autour des parchemins. Donc, je m'explique, le 2 et le 3 mars, c'est la première fois où tous les acteurs du projet se sont rencontrés physiquement. Le généticien qui travaille à Toulouse et qui est souvent surchargé de travail et qui est aux 4 coins du monde, c'est très difficile à rencontrer. C'était souvent des échanges par téléphone ou par numérique. Et là, c'est vraiment la première fois qu'ils se voyaient physiquement pour ce projet-là aux archives départementales de Côte-d'Or. Donc là, on a sauté sur l'occasion pour venir filmer et rendre compte aussi, garder en mémoire ces rencontres humaines, pour le coup. Et 15 minutes qui permettent de raconter les différentes étapes qui se sont déroulées pendant ces 2 jours. Donc, à savoir la rencontre entre les différents acteurs, mais aussi la sélection des documents historiques qui ont été échantillonnés,
Donc, évidemment, on n'échantillonne pas comme ça au hasard. On a besoin d'avoir le soutien du directeur des archives pour vraiment avoir un bon échantillon et aussi savoir là où on fait le moins de dégâts possible, parce que je ne doute pas que ça crée des frayeurs à un archiviste de voir les documents sacrifiés pour la recherche. Et on voit aussi dans cette vidéo le prélèvement d'échantillons et la préparation de ces échantillons-là pour ensuite être analysés dans le laboratoire du tout. Et pour rythmer la vidéo, on a fait appel à 3 interlocuteurs, le directeur des archives de Côte d'Or, qui lui remet l'accent en disant voilà, que c'est toujours une grosse frayeur de donner accès aux chercheurs expérimentaux des documents historiques, mais qu'il assume complètement ce rôle parce qu'il sait que c'est un programme de recherche qui est justifié. La parole aussi à Ludovic Orlando, donc le paléogénéticien qui a travaillé sur le projet qui va mettre en avant le caractère innovant de ses recherches sur la génétique et de redécouverte de l'ADN dans les parchemins, quelque chose qui n'est pas encore très ancré. Il y a les premières études qui ont été réalisées autour de 2014-2015, notamment dans les universités d'Angleterre. Mais là, l'université de Bourgogne est vraiment parmi les toutes premières universités à se lancer sur ce projet de reconstitution de l'ADN pour savoir quelle race d'animaux, par exemple, on s'applique pour créer les peaux de parchemin. Et le troisième intervenant, qui est Baptiste Rameau, qui lui est doctorant, co-dirigé par Martin Cluzot et qui lui avait pour but dans la vidéo de nous recontextualiser la Bourgogne au temps des ducs, pour savoir comment on réalisait aussi ce genre de documents, pourquoi, et nous parler du fameux groupe Bourgogne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui réunit l'ensemble des doctorants, aussi des enseignants-chercheurs, sur cette thématique pour tenter de mettre plus en avant, donner plus de poids à la recherche, comme on dit, l'union fait la force. Et c'est vraiment quelque chose qui a été aussi motivé par Martin Cluzot. C'est vraiment une personne clé. On l'a trouvé fortement dommage de l'avoir dans la vidéo. Vous ne pouvez pas l'attacher pour la filmer par la suite. C'est pour ça que vous voulez laisser la possibilité de faire ça en podcast. Juste pour citer les partenaires, et ensuite je lancerai la vidéo si ça marche, j'espère. Donc, le laboratoire Artemis, d'où vient Martin Cluzot, spécialisé en archéologie et en histoire. Le laboratoire interdisciplinaire Carlo Bourgogne, pour tout ce qui est nanosciences. La Maison des sciences de l'homme, qui est évidemment partenaire, parce que Martin Cluzot est co-directrice de la Maison des sciences de l'homme. Les archives départementales de Golder, pour sans lesquelles il n'y aurait jamais rien eu, puisque c'est eux qui ont donné accès aux documents historiques. Le Centre d'anthrobiologie et de génomique de Toulouse avec l'Université de Toulouse 3, d'où vient le et le laboratoire Connaissance et Intelligence Artificielle distribuée, d'où vient Christophe Nicole, donc enseignant-chercheur en lien au deep learning et à l'intelligence artificielle sur les industries. Alors, je suis désolé, je n'ai pas présenté les 2 projets en profondeur, puisque je ne suis pas, comme je disais, expert en la matière. J'ai vraiment vu d'un œil extérieur différents éléments intéressants pour rendre compte de ça en public. Donc, on peut dire que c'est une deuxième partie du programme PASTEC qui a la sauvegarde, mais aussi la valorisation. Sauvegarder, c'est bien, mais il faut aussi le présenter au public pour dire qu'on a ce genre de savoir-faire, mais aussi d'instruments, de prototypes et de possibilités d'innovation sur les centres universitaires français. Ce que je peux dire par rapport à l'entièreté du projet prototype, c'est un projet qui a été fortement humain, puisque pour le coup, on a rencontré une 60aine de partenaires scientifiques pour vraiment savoir pourquoi, qu'est-ce qui faisait innovation pour chacun d'entre eux. Et aussi de créer des vidéos qui non seulement permettent au grand public et à la communauté universitaire des travaux, mais qui ont permis aux chercheurs de savoir ce que leurs collègues faisaient à un laboratoire. Dans une même structure, d'une pièce à une autre, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça leur a permis de savoir vraiment les projets qu'ils développaient chacun de leur côté. Et ça, c'est les retours qu'on a eu par rapport à l'exposition, à savoir qu'ils se sont découverts entre eux. Ils ont découvert des savoir-faire, des plateformes technologiques et techniques qui existaient dans leur propre laboratoire ou même dans leur université, sans le savoir. Donc, c'est là aussi qu'on joue un rôle
dans le réseau PASTEC et nous au sein de l'université, c'est de sauvegarder pour la question patrimoniale, mais aussi de rendre compte à chacun de ce qu'on a, des savoir-faire et de toutes les connaissances qu'on a sur les campus en France. Je vais essayer de lancer la vidéo. Donc, je suis censé passer par Internet normalement, puisque c'est sur le site Internet. Donc, je ne vais peut-être pas la lancer en entier, puisqu'elle fait 15 minutes. Oui. On mettra en plein écran pour éviter de voir. Donc là, vous avez la page qui parle du projet en général et vous pouvez voir la vidéo ici. Qui se charge. Oula. Essayer de voir ce qu'il y a normalement. On devrait l'entendre. Donc, je précise que c'est une vidéo qui est pour le grand public, donc qui va paraître un petit peu différent, un petit peu original par rapport à ce qui a été présenté par l'avocate Sophie. Et puis, ça fait mal à chercher. Nous sommes dans un film départemental de la Côte d'Or. Initialement, ce bâtiment est l'hôtel que le chancelier Nicolas Rolin, donc le chancelier du duc de Bourgogne, se fait construire à Dijon, pas très loin de l'hôtel du Calme, pas très loin de son maître, en somme. Et puis, ses petits-enfants vendent la maison à la ville, qui en fait son hôtel de ville. Donc, c'est un lieu de pouvoir jusqu'en 1830, moment où la ville vend le bâtiment au département. Et depuis presque 2 siècles, sont installées ici des archives du département. Donc, c'est un lieu de pouvoir qui est aujourd'hui, maintenant, un lieu de savoir, mais qui contient, bien sûr, les archives du pouvoir. C'est grâce à ces archives que les savants travaillent. À côté de fonds que l'on trouve un peu partout, tribune d'Ancien Régime, fonds de préfecture, il y a tout de même quelques fonds un peu particuliers ici et qui intéressent notre sujet par leur universalité. Je prendrai 2 exemples. Un exemple ecclésiastique avec l'abbaye de Cîteaux. Dans ce fonds de Cîteaux, il y a des actes des rois de toute l'Europe, ce qui fait que ça donne une grande diversité dans les matériaux de parchemin à étudier. Et puis dans le domaine laïque, évidemment, les ducs de Bourgogne et singulièrement les ducs valois qui ont failli, comme vous le savez, devenir rois, souverains, et qui ont une politique diplomatique intense, ce qui fait qu'on a dans le fond de la Chambre des comptes de Bourgogne, au XVe siècle, des parchemins de toute l'Europe. Du coup, voilà, on a à la fois de belles séries de comptabilité, châtellenie, et puis une grande variété géographique. Et je continue tous les jours à découvrir de nouvelles choses dans ce fonds qui est un des plus riches d'Europe si on s'intéresse au Moyen-Âge. Dans ces parchemins, eh bien, Martine s'intéresse beaucoup à ce qui est écrit sur la page, l'information que nous recèlent. Et moi, ce qui va m'intéresser plus, c'est de voir l'animal qui est derrière cette page, bref, quelle est la bioressource qui a servi à faire ce matériau. La méthodologie ici, on procède, je dois dire pour être tout à fait honnête, un peu en aveugle. Pourquoi? C'est parce que les premiers articles scientifiques qui emploient la technologie d'extraction de l'ADN et de séquençage très élevé de ces molécules-là datent en fait d'une petite dizaine d'années. Et les premiers articles scientifiques qui se sont
plancher sur le vieux matériau des parchemins anciens date des années 2014-2015. Vous voyez, c'est une science très très fraîche. Donc, le nombre d'articles scientifiques n'est pas pléthore, et donc on est un petit peu obligé de suivre ça d'une certaine manière. Quand je dis ça, il faut donc se rendre compte immédiatement qu'il y a un énorme sentiment de responsabilité. Voilà, on a souhaité travailler main dans la main avec les conservateurs pour essayer de trouver, à l'échelle de chacun des pays, à l'échelle de chacun des parchemins, l'endroit qui recèlerait par ailleurs aucune autre source d'information. Par exemple, des surfaces vierges, ou alors même des surfaces que les aléas du temps ont amené à dégrader, et de telle sorte à minimiser les frais. Il faut savoir que les technologies ont un avantage prodigieux, c'est qu'elles sont très fines, voire à l'échelle moléculaire, celles que l'œil nu ne peut pas voir, contrairement au texte, mais à l'inverse, elles sont destructrices. Toujours viser et garder en tête la responsabilité pour les générations de chercheurs de demain, ou les générations de curieux de demain, car il s'agit de patrimoine irremplaçable. Alors, écoutez, je vais prendre une métaphore que tout le monde va comprendre, c'est du vaccin. Il y a un calcul bénéfice-risque, c'est-à-dire que enlever une petite languette qui dépasse le parchemin d'un millimètre de largeur et de 2 centimètres de haut, si on apprend que l'acte d'un évêque scandinave est fait un peu de morse, ou si on apprend la race du cheval dans laquelle est retranscrit le traité d'Arras de 1435, ben, je crois que le bénéfice entre ce que l'on apprend et puis la perte d'un peu d'information, qu'on documentera de toute façon, puisque l'opération est vraiment bien tracée, je crois que là, il ne faut pas hésiter trop longtemps. C'est un risque que le conservateur j'assume bien volontiers. Vous l'avez entendu, c'est lui qui est d'accord pour qu'on fasse ça. Voilà, c'est ça. Je suis tout à fait disposé à envoyer le diaporama avec tous les liens pour accéder au site internet, puisque celui-ci, c'est un support un peu particulier, il n'est pas référencé sur les navigateurs, on envoie l'URL pour que vous puissiez voir le contenu. Donc il n'y a pas de souci, moi pour ceux et celles qui le veulent, vous pouvez m'envoyer un mail pour que je vous envoie le diaporama. Voilà. Alors, y a-t-il du coup des questions? Et où le micro? C'est pas. Question? Alors, moi, je vais mettre mon micro. Je vais mettre mon micro pour en poser parce que je trouvais ça tout à fait intéressant. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Sur finalement le dialogue entre l'historienne et le généticien, ça, hein. Oui. Quelles ont pu être les principales difficultés, comment dire, sur quel terrain se sont-ils retrouvés? Parce que, hormis le choix du petit morceau de parchemin, qu'est-ce qui a motivé le généticien à suivre la recherche, enfin l'historienne dans sa recherche? Alors, il faut savoir que c'est un généticien classique, oui. Pas un généticien qui travaille sur l'ADN fossile. Donc, tenter de reconstituer les traces ADN. Donc, lui, il travaille plus souvent sur les restes animaux partout à travers le monde, et c'est un projet qui l'a tout de suite motivé, parce qu'il est très intéressé par le côté historique du projet et sur la qualité esthétique des documents qu'il a pu échantillonner. Je pense que ce n'était pas quelqu'un de très difficile à convaincre pour ce projet. Après, au niveau du langage, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées entre la génétique et l'histoire. Martine Couzeau le répète à chaque fois qu'elle a du mal à se faire un petit peu au vocabulaire quand elle en parle. En tout cas, tout se déroule bien. J'ai vu des partenaires qui étaient tous très sympathiques entre eux, donc il n'y a pas de souci. Et il arrive à son point de vue principal. Ça veut dire que la recherche va à la fois de la recherche de l'historienne, et aussi de palais des sciences sur son histoire. Alors, pour le coup, moi, je peux vraiment répondre que pour la partie de Martine Couzeau, effectivement, ça va permettre de faire correspondre les données
historiques, des archives, avec les résultats expérimentaux. Je pense très certainement que nous devons avoir aussi la possibilité d'exploiter ces résultats pour ses propres recherches. Et c'est vraiment pour la question de la recherche sur les parchemins, en tout cas, que les résultats vont être exploités le maximum. Il y a d'autres questions, mais c'est plutôt en dehors généralement des textes et de là de Merci beaucoup. En fait, PaxTech, en étant un outil partagé et ouvert, du coup, et dans la démarche, en tout cas, la technologie n'est pas ouverte, mais en revanche, ce qui est caché, puisque comme vous avez dit, les fiches n'étaient pas disponibles, c'est parce qu'elles ne sont pas encore jugées suffisamment bonnes pour pouvoir être mises au public. Il y a derrière une volonté d'ouvrir au maximum l'intégralité des données qui sont prélevées dans le respect, bien sûr, des points à l'image, des points de en ce sens, PaxTech contribue à l'action super. J'ai envie de dire, en dehors de cette, façon de voir les choses qu'on appelle l'action ouverte, PaxTech contribue à la connaissance et à la préservation du patrimoine des universités et de la recherche française. Donc, voilà, certes, il y a l'aspect ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vocation à cacher quoi que ce soit, il y a l'œuvre, et c'est aussi l'objectif, c'est de durer. Donc, en dehors même de la science ouverte, c'est la préservation de la connaissance qu'on peut avoir de la science. On l'a vu à travers les objets, mais ce que je trouvais intéressant, c'est notamment dans de propositions qui nous ont été faites, c'est de voir que effectivement sur l'objet, à travers les récits qui sont faits des objets, en fait, ça mobilise des univers qui sont différents en termes de pratique, en termes de discipline, en termes de méthodologie. Tout à l'heure, sur le projet du Coria, c'est vrai qu'on a vu l'intérêt d'avoir, je ne parle pas bien sûr qui est la responsable de PaxTech, mais d'avoir une vision sociologique, une vision des sciences expérimentales, sa propre logique, pour avoir vraiment la captation du geste, peut-être on a pu demander à un anthropologue, pour avoir la notion historique que vous avez évoquée. Voilà, ça, en fait, il pourrait y avoir plein d'autres regards. Mais déjà, en fait, le fait de se poser la question des objets est une démarche qui mobilise des connaissances et des compétences différentes. C'est ce que montre très bien Baptiste dans sa démarche pour savoir comment mettre en valeur finalement ce projet interdisciplinaire. C'est que voilà, là, le conservateur du patrimoine rencontre des généticiens qui lui-même doit travailler avec la médiéviste. Et donc, en fait, le matériel, le très concret, permet des visions à 360 avec des acteurs qui pourraient être encore beaucoup plus diversifiés que ce qui se fait. Mais je trouve que c'est dans ce sens où, finalement, cette démarche patrimoniale, elle a à voir avec l'interdisciplinarité et avec tout ce que les regards différents croisés en fait, peuvent apporter sur un objet. Alors là, il ne faut pas justement au sens très concret et pas au sens imaginaire. Là, en revanche, pour la cour, là, on a ça comme est-ce que les universités de la valeur est-ce que les universités
Je vais répondre brièvement pour notre cas, mais Baptiste pourrait parler d'autres collections qui sont protégées. Mais au niveau de l'université, donc il y a une prise de conscience qui reste symbolique, c'est-à-dire qu'il y a un lieu de stockage, des réserves, dans des bonnes conditions, etc., dans lequel les objets sont entreposés, ce qui est déjà énorme. On a mis beaucoup de temps. Voilà. Il y a des actions dont on n'a pas parlé ici parce que ce n'est pas le sujet, mais des actions d'objets du bois au sein de l'université dans lesquelles on sort quelques objets emblématiques. Voilà, donc il y a des actions autour de ces objets-là. Après, d'un point de vue de la patrimonialisation au sens strict, je vais peut-être repasser la parole à Catherine. Je continue. Baptiste. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il y a d'un point de vue juridique, les solutions, elles ne sont pas nombreuses. Voilà, c'est soit Musée de France, soit protection au titre des monuments historiques. Et Jean Davoyot nous accompagne dans ce sens quand c'est possible pour protéger au titre des monuments historiques certaines collections. Au niveau du Coria, on n'a encore rien protégé, peut-être que ça viendra. Au niveau d'un autre laboratoire, il y a une collection d'instruments scientifiques qui a été inscrite au titre de monument historique. Et Baptiste, je sais que tu as des expériences sur le c'est pareil, au niveau patrimonial, on a réussi à inscrire au monument historique des modèles botaniques des 19e siècle et des 180 total, et des modèles d'anatomie humaine aussi. C'est la première expérience d'inscription au monument historique. On essaye d'en mener d'autres. Déjà au sein de l'Université de Bourgogne, mais aussi à l'Université de Franche-Comté, notamment dans le laboratoire FEDO. Il y a un gros laboratoire de physique et ce sera le cas justement de la présentation à Clermont-Ferrand. Je peux peut-être compléter ce que vient de dire Baptiste et Sophie et répondre aussi comme ça complètement à ta question. Oui, c'est l'objectif bien sûr final parmi tout ce qu'on trouve comme matériel scientifique racontant des histoires, c'est une histoire régionale, une histoire locale, c'est à la fin d'en garder quelques-uns. C'est la question du tri, de la sélection d'amont, mais aussi de qu'est-ce qu'on garde vraiment comme patrimoine à la fin. C'est effectivement toutes ces informations qui nous permettent de conclure. Et dans toute la France, aujourd'hui, ça commence à venir, mais c'est une étape qui nécessitait en amont, puisque ce patrimoine récent n'était pas connu, n'était pas gardé, conservé, n'intéressait pas forcément, il y a 20 ans, les historiens des sciences et techniques complètement, en tout cas par quelques-uns, bien sûr. Hein. Et donc, on y va par étapes, je dirais, et 20 ans, ce n'est pas trop pour arriver aujourd'hui à se dire qu'il faut patrimonialiser certains objets. Et effectivement, grâce à un inventaire général ou au CAO, on passe à ces étapes dans plusieurs régions françaises aujourd'hui. Il y a d'autres questions. J'avais un petit commentaire sur la science ouverte. Moi, j'ai l'impression que le dispositif il peut favoriser la science ouverte dans le sens où un début de la science ouverte, c'est aussi la reproductibilité de la science dans le temps, dans l'espace, entre labos, etc. Et le fait de garder des dispositifs de mesure dans le temps, ça peut potentiellement permettre de refaire a posteriori des expériences pour voir si avec des nouveaux matériels, on a trouvé des mesures différentes. Alors, j'aurais tendance à penser que maintenant, les matériels et méthodes sont suffisamment bien décrits dans les papiers, mais peut-être ça peut quand même jouer un rôle. Ce qu'on fait plus par rapport à ça, c'est pas tellement de conserver les matériels avec l'idée que peut-être je peux se utiliser d'une façon plus appropriée, plus appliquée. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on protège les données, enfin, on les garde. Très clairement, la donnée brute, celle-là, de plus en plus, on la conserve. C'est une image directement, c'est un signal qui a été enregistré au patrimoine, parce que pour le coup, on pense que peut-être, quand on aura des techniques pour analyser encore mieux ce qui est là, tirer encore plus d'informations que celles qu'on a pu tirer sur le côté de la donnée brute, elle est souvent mise, elle est accessible, hein, elle est régulière. La plupart des projets qui sont financés par l'État ou par l'Europe nous soumettent à cette
tout à fait normal que les données soient accessibles à tous pour alimenter de nouvelles analyses. C'est plus sur l'analyse de la donnée que sur la production de la donnée elle-même que ça se joue. Sur la donnée brute, je vois bien les enjeux, mais je me demande s'il n'y a pas des fois où en fait on peut perdre la connaissance précise de l'appareil de mesure qui a servi à produire cette donnée brute et que potentiellement, dans 50 ans, retourner au matériel de mesure qui a permis de faire telle ou telle expérience permettrait, je ne sais pas, de se rendre compte que pour une raison X, les nouveaux appareils de mesure, je ne sais pas, il y a une dérive dans le temps. L'objectif de ce programme PATSTEC a été justement d'essayer, c'est comme dans tous les programmes patrimoniaux qui sont menés, hein, on essaie de garder le maximum d'informations, mais après, c'est le scientifique et ses équipes qui nous aident à orienter forcément les informations qu'on va recueillir aussi. Nous, on a notre savoir-faire et notre expérience, mais les équipes techniques des scientifiques, bien sûr, des laboratoires, sont là pour nous dire attention, vous faites ça, ou ça c'est important, etc. C'est le principe même de la sauvegarde du patrimoine. Après, dire qu'on aura tout sauvegardé, sûrement pas. Surtout que sur ce patrimoine récent, comme on disait tout à l'heure, peu de gens travaillaient encore il y a 30 ans, à quelques exceptions près, bien sûr. Donc forcément, on a déjà perdu beaucoup d'informations. C'est pour ça que cette histoire qu'on raconte, c'est une partie d'une histoire de la recherche contemporaine, mais c'est quand même une partie qui est mieux que rien du tout. La donnée, en particulier dans le domaine de la météorologie, la collecte de données anciennes est une véritable problématique parce que les thermomètres, ils ont évolué, ils n'ont pas toujours été placés au même endroit, etc., etc. Et on peut voir même très clairement que le jour où on a changé de thermomètre, c'est plus tout à fait les mêmes chiffres qu'il y a. Donc c'est ça ce qui s'appelle après il y a la collecte, et après ça, il faut remettre tout ça sur des données validées par rapport au contexte pour que ça ait une compréhension sur le long terme. Et en météorologie, c'est très, très développé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou... Oui, Jean. Donc, ministère de la Culture, mais je reviendrai, il y a une chose qui est dit dans PATSTEC, c'est qu'en fin de compte, on a un petit peu abordé les questions que vous avez posées, c'est qu'en fin de compte, aussi le papier, donc même la donnée, qui a été de moins en moins papier, même si elle était enregistrée de manière argentique, par des photographies, en fin de compte, elle avait un statut dans la recherche et dans l'université, via les archives. Alors, évidemment, les articles, etc. Alors que tout le matériel technique, les instruments de mesure, ils n'ont toujours qu'un statut. C'est ça aussi, surtout, l'idée de la sauvegarde. C'est qu'ils n'ont pas de statut juridique tant qu'ils ne sont pas patrimonialisés. Et même avant, jusqu'à temps que chaque ministère et chaque labo soit responsable de son matériel, ils appartenaient au domaine. Et lorsqu'ils étaient obsolètes, les domaines, les pomper, les ferrailler, etc., etc. Donc là, il y a l'idée de sauvegarde, et véritablement dans cette idée-là, c'est de donner un statut, et déjà rien que s'intéresser à eux, trouver un endroit au sec ou à l'abri où ils seront, leur donne un statut. Puisque dès qu'on commence à s'intéresser à eux, dès qu'on les met dans un projet interdisciplinaire, ils acquièrent un statut patrimonial, même avant d'avoir l'arrêté de protection de nos collègues des monuments historiques. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi à la fois sur des objets qui peuvent être d'une extrême banalité en série, mais qui ont été fondamentaux dans une recherche spécifique. Et ça, c'est aussi important pour pouvoir l'écrire, pour écrire ensuite l'histoire d'un domaine. Et puis, c'est aussi intéressant parce qu'ils sont adaptés, vous l'avez très bien dit, selon le type d'expérience ou de projet. Et ça aussi, c'est la vie de l'objet, c'est-à-dire de montrer qu'à partir d'un objet lambda, on en fait autre chose et ça participe des progrès scientifiques. Et le PATSTEC a vraiment permis de mettre le doigt sur ces aspects-là et de pouvoir répondre à des lieux, des laboratoires qui se disent, mais finalement, cette collection d'objets qu'on a,
On les trouve partout, ce n'est pas la peine de les garder. Oui, ce n'est pas aussi simple. Et cette question-là, je pense qu'aujourd'hui, on peut plus jeter, enfin, on ne devrait plus jeter aussi facilement des objets de laboratoire. Après, ça renvoie, on l'a dit, à la condition des archives publiques au sein des universités. Et je dis ça collectivement, nous, enseignants-chercheurs, devrions effectivement conserver correctement nos archives et puis les laisser à notre établissement en fin de carrière. Bon, voilà, tout ça est un peu pieux puisque très peu d'universités le mettent en place. Donc, que ce soit les archives ou que ce soit les objets, en fait, j'ai l'impression que les universités sont les plus mauvais élèves dans ce domaine-là. Et peut-être que, voilà, ce n'est pas un appel, mais c'est vrai que pour nous, en sciences humaines et sociales, c'est vrai que la dimension patrimoine, histoire est plus naturelle, mais toutes les disciplines doivent se poser la question de leur patrimoine, de ce qui fait sens pour leur patrimoine et de ce qui fait sens du coup pour leur histoire. Ce n'est pas que de l'histoire locale ou régionale. Ça sert aussi dans une histoire plus globale, qui peut être l'histoire de la biologie en France, l'histoire de la physique en France, en Europe, et puis à l'échelle internationale. Donc, voilà, des questions qui dépassent vraiment de loin le simple problème de est-ce que je jette ou pas ce microscope qui m'encombre. Voilà, écoutez, on termine sur ces sujets. Je pense qu'on a eu une belle journée entre les questions de santé ce matin et les questions de patrimoine scientifique cet après-midi. Je vous donne rendez-vous demain matin où là nous allons avoir une conférence de Dominique Garcia sur l'INRAP et l'interdisciplinarité dans l'archéologie. Et là encore, on va être sur l'histoire des techniques et des compétences au sein de l'Institut national de la recherche archéologique. Et puis une table ronde ensuite sur comment former l'interdisciplinarité. Qui est une question que se posent beaucoup d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, à la fois pour les élèves, on a vu que dans le cadre des doctorats, ça peut se poser, mais aussi pour former les futurs professeurs des écoles ou professeurs des collèges et lycées. Comment est-ce qu'on impulse déjà cette notion d'interdisciplinarité pour travailler après ensemble. Voilà, alors on a eu, ça renverra aussi à ce que le propos de notre vice-présidence recherche de Sorbonne Université, qui nous parlait des doubles diplômes et des formations interdisciplinaires. Comment on les met en place, quels en sont les enjeux. Je vous donne rendez-vous demain matin. On n'aura pas toutes les réponses, mais au moins on soulèvera les problèmes. Merci à vous. Au revoir.